Demander à l'école congolaise, aux enseignants, à l'État, elle doit veiller à la qualité de l'éducation et aux moyens financiers conséquents dont elle a besoin. L'État doit bien former les enseignants et bien les rémunérer, qu'un établissement scolaire ou universitaire n'est meilleur que ses éducateurs. De partenariat mondial pour l'éducation en RDC, représenté, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce jour solennel où la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC CONEPT, dont je préside à la tête du conseil d'administration, procède au 4e forum national dont les titres promouvoir un financement durable, innovant, sensible aux droits pour assurer l'accès à une éducation inclusive et de qualité en RDC pendant et après Covid-19. C'est un honneur de vous compter parmi nous dans cette grande salle de l'hôtel Reine de la Paix, et je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle nationale de l'éducation pour tous, ancêtre de l'actuel CONEPT, qui a coordonné la Semaine mondiale d'action pour l'éducation en 2007, avec le soutien de la campagne mondiale pour l'éducation CME, l'accompagnement d'Oxfam Grande-Bretagne et de l'International de l'éducation IE. Chers camarades de la société civile, du secteur de l'éducation, ONG, syndicats deux enseignants, associations savantes dans le monde de la recherche, associations des parents d'élèves et d'étudiants, représentants des églises et ceux de l'État. La CONEPT RDC a fait 10 chemins depuis sa création, soit 10 ans dans sa configuration actuelle. Elle est plus structurée à ce jour, avec une coordination, un staff technique permanent, ainsi qu'un conseil d'administration élu tous les 3 ans. Il y a lieu de les reconnaître et de saluer les efforts fournis pour y arriver. Cela relève de la probité intellectuelle et morale. La RDC a souscrit à tous les engagements internationaux en matière d'éducation, partant de Jomtien en Thaïlande en 1990, avec l'éducation pour tous EPT, jusqu'en 2000 à Dakar, suivi des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, jusqu'en 2015, avec les résultats bien connus de tous. Demander à l'école congolaise, aux enseignants, à l'État, elle doit veiller à la qualité de l'éducation et aux moyens financiers conséquents dont elle a besoin. L'État doit bien former les enseignants et bien les rémunérer, pour paraphraser Paloma Bourgonge et Rosanna Trump. Aucun établissement scolaire ou universitaire n'est meilleur que ses éducateurs. Dans leur étude sur les éducateurs de qualité, intitulée « Études internationales des compétences et des normes régissant la profession enseignante », réalisée en collaboration avec l'IE et Oxfam Novib en 2011. Cela n'est pas exclusif, car les enseignants ont aussi des comptes à rendre à la communauté nationale par les produits, la qualité des produits formés, qui en partie constitue un indicateur de leurs compétences de formateurs. Enfin,
je nous interpelle en tant que société civile du secteur pour que notre activisme demeure bénévole sans attendre une quelconque rétribution ou rémunération financière si nous tenons à changer les choses positivement et de manière durable, mais surtout participative dans la recherche de financements innovants, et ce, pour notre action permanente à léguer à la postérité l'aide devant aider à tuer l'aide. Tous ces défis sont, à notre sens, des indicateurs de suivi ou de monitoring au quotidien de notre action, mais aussi d'évaluation périodique. La société civile congolaise, laisse-moi vous dire infiniment merci pour nous avoir associés à cet événement, à l'occasion de ce forum sur les politiques d'éducation en RDC. Ce forum, nous le voulons riche et enrichissant, et même capital. Il est même capital pour la survie durable de l'éducation de nos enfants demain. Merci de manière particulière à la CONEP et à IMAE et bien d'autres partenaires pour avoir non seulement participé avec nous à la marche sur la gratuité de l'éducation fondamentale dans notre pays, mais aussi participer à l'organisation de cette marche. C'est ici pour moi une bonne opportunité de vous dire infiniment merci. Chers collègues membres de la société civile, chers partenaires, distingués invités en vos titres et qualités, le cadre de concertation nationale par ma personne est honoré en ce jour de l'ouverture de ces assises en prenant la parole en cette tribune. Nous remercions la CONEP qui est un membre du groupe de travail thématique éducation en son sein et qui en assure le lead. Pour rappel, le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile est une structure faîtière de la société civile qui a pour mission de professionnaliser les acteurs de la société civile en les regroupant par domaine spécifique. Dans le cadre d'échanges que nous appelons groupe de travail thématique GTT en cible, ce pour encourager les échanges, renforcer les capacités de ceux-ci, donc les acteurs, à pouvoir identifier les besoins des communautés, les défis de leur domaine et les structurer en demande. Ainsi, ces acteurs peuvent plaider en toute objectivité devant les gouvernants et d'autres partenaires afin de les influencer à trouver des solutions idoines offrant des services de qualité répondant aux préoccupations de nos populations. Ainsi donc, la société civile assumera avec assurance son rôle de défenseur des communautés en étant une force d'action et de proposition. Vous conviendrez avec nous que la CONEP en ce jour joue efficacement ce rôle et nous en sommes fiers et nous ne pourrons que la remercier et le féliciter. Notons que l'éducation revêt un caractère important dans le développement d'une nation. C'est ainsi que cela a été identifié comme priorité dans le programme de développement mondial à travers l'ODD 4 et est pris comme priorité dans le premier pilier du programme national de développement, PNSD en cible. Mais évidemment, le contexte fragile de notre pays, ajouté à cela la pandémie actuelle de Covid-19, nous montre un ciel nuageux qui risquerait d'annihiler tous les efforts tendant à faire réellement de l'éducation un instrument pour le développement. C'est dans ce sens que ces assises trouvent leur caractère essentiel et utile. En effet, le tableau tel que décrit dans les termes de référence de ces assises démontre à suffisance la multiplicité des problèmes, des défis dans le domaine de l'éducation, notamment la faible capacité d'accueil,
les difficultés dans le recensement et la paie des enseignants, la faiblesse dans la prise en charge du fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires, des difficultés dans la mise en œuvre de la gratuité et par-dessus tout la diminution des recettes publiques au moment où pratiquement le pays a fonctionné au ralenti pour cause de Covid-19. Ces défis doivent être relevés pour assurer une mise en œuvre efficace de l'ODD 4 et espérer une éducation de qualité pour atteindre cet ODD en 2030. Il faut savoir que le plan d'action d'Addis Abeba, élaboré au mois de juillet 2015, qui fait partie intégrante du programme de développement national, parle des financements du développement et donne des orientations précises au gouvernement pour la mobilisation des ressources et les incite à rechercher des financements innovants et durables. Nous félicitons donc la CONEPT pour cette proactivité en organisant ces assises à l'issue duquel sortira des recommandations précises sur les manières de mobiliser les ressources afin de contribuer au financement de l'éducation en RDC. Cette démarche contribuera sûrement à aider les gouvernants dans sa quête de financement intérieur de l'éducation de manière durable, innovante et bien ciblée et l'aider à respecter les engagements pris dans le domaine de l'éducation tant au niveau national qu'international. Je ne pourrais terminer ce mot sans interpeller le sens du patriotisme des autorités au niveau du ministère de l'Éducation et du gouvernement en général pour considérer ces réflexions et se les approprier. C'est en ces termes que je vous encourage à donner le meilleur de vous pour des réflexions de qualité. Je vous remercie. Ali, qui est en face de nous, jusqu'à céder la place aujourd'hui à Béatrice Bolampekwa. C'est pour nous une grande joie. Au nom des organisations affiliées à l'International de l'Éducation, nous avons cité le CIECO, la CC Enseignement et la FENECO UNTC de reconnaître et d'encourager ce travail. Vous savez, dès le 19e siècle, la moitié du 19e siècle, on devait passer de l'économie individuelle pour aller se retrouver dans des industries avec l'avènement de l'industrialisation. Et les travailleurs se retrouvaient sans horaire de travail. Vous allez au travail le matin, le premier jour on vous retourne à 16 heures, le deuxième jour à 20 heures et vous pouvez faire 3 jours d'affilée. Ces gens n'ont trouvé solution à leurs problèmes qu'à travers la solidarité. Ils se sont dit, mettons-nous ensemble, essayons d'arrêter une fois le travail, ainsi notre employeur manquera manquera le bénéfice et il comprendra que nous avons des cœurs pour pouvoir nous considérer. C'est ainsi que, depuis ce temps-là, ceux-là qui étaient devant étaient considérés comme des meneurs, ils étaient décapités, ils étaient jetés en prison et les travailleurs n'ont pas laissé tomber les bras. Ils ont dit, si tel est le cas, notre employeur, il a toujours les services de ressources humaines qui est là pour nous chercher noises. Nous allons aussi prendre certains des nôtres, nous allons les mettre dans des bureaux. Mais il faudrait que ces gens-là puissent avoir de meilleures conditions de vie, de manière à prendre le devant pour pouvoir nous défendre, étant donné qu'ils ont un certain niveau de connaissance par rapport aux autres. C'est alors qu'avait commencé la permanence syndicale avec comme corollaire la cotisation syndicale. Mesdames et messieurs, les membres de la coalition nationale de l'éducation pour tous, CONET RDC en sigle, mesdames et messieurs les délégués provinciaux, pour assurer l'accès à une éducation inclusive et de qualité en République démocratique du Congo, pendant et après la Covid-19, a retenu mon attention. En effet,
L'éducation est un secteur très complexe et buté à des difficultés énormes, notamment celles liées au financement. Avec la gratuité de l'enseignement primaire, concrétisée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les défis restent énormes dans ce secteur. À ceci s'ajoute la pandémie à Covid-19 qui vient nous imposer de nouvelles mesures qui nécessitent des moyens exorbitants. J'espère donc que de ce forum sortiront des propositions, des pistes de solutions que je vais porter à mon tour auprès du gouvernement en vue de trouver suffisamment des sources de financement de l'éducation en République démocratique du Congo. Au nom du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, et en mon nom propre, je déclare ouvert ce 4e Forum national sur les politiques de l'éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Tu permets que je t'appelle par ton prénom, parce qu'on est si familier. Je commencerai mon petit propos, en fait, que j'ai dû réviser compte tenu des contraintes de l'agenda, par vous présenter mes vœux de bon anniversaire. Merci beaucoup. Donc, bon anniversaire à la Coalition nationale de l'éducation. Et ensuite, féliciter la coalition pour son implication militante et technique dans tous les grands dossiers de l'éducation depuis une dizaine d'années, depuis sa création, et dans tous les combats de l'éducation. Je citerai à titre d'exemple l'élaboration de la stratégie sectorielle, qui nous a pris au moins 2 ans et pour laquelle la CONEPT a toujours été présente. On s'est battu d'atelier en atelier pour arriver à cette stratégie globale qui est la synthèse, en fait, de plusieurs stratégies sous-sectorielles pour en arriver à cela, dans le but de mettre plus de cohérence dans notre système éducatif. Je me réjouis également en entendant ou en voyant le programme de ces assises, disons, de votre plan de l'atelier. Eh bien, j'ai cru comprendre que vous alliez mettre en place, ou vous allez étudier comment mettre en place le suivi des financements de l'éducation. Parce que c'est le nerf de la guerre. Et DIRCAB, qui représente son Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'a bien dit, eh bien, le financement, l'éducation a un coût, et ce coût-là, dans un pays comme le nôtre, est très élevé. Et d'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, actuellement, tout le monde parle du financement de 800 millions de dollars américains pour la gratuité. Eh bien, il y a des gens qui pensent que l'argent est là dans les caisses du ministère ou dans le budget de l'État, mais en fait, il n'en est rien. C'est de l'argent qui sera décaissé progressivement, et je crois que le professeur Valère l'avait expliqué devant la communauté, devant tous les partenaires de l'éducation.
eh bien, il y a de l'argent qui flotte, que la Banque mondiale a mis à la disposition de notre système éducatif, mais nous ne pouvons avoir cet argent-là qu'après avoir atteint un certain nombre d'indicateurs. C'est ce qu'on appelle des ILD, les indicateurs liés au décaissement. Il y a des conditions. Si vous atteignez ceci ou cela, eh bien, on débloque autant d'argent. Si vous nous prouvez qu'il y a eu 1 million d'élèves qui, grâce à la gratuité, ont réintégré l'école, on décaisse autant. Donc, c'est pour vous dire que le suivi, justement, de ces activités est très, très important. J'espère bien que dans votre atelier, effectivement, cet outil-là sera disponible et nous reviendrons d'ailleurs vers vous, effectivement, pour voir un peu comment, parce que nous sommes en train, effectivement, de voir comment pousser tous les techniciens, toutes les directions techniques, justement, à bien mettre en place le suivi de ces activités. La requête adressée au SPAS, Jacques, dans le cadre de cet atelier, qui porte essentiellement sur les financements de l'éducation, mais vous avez d'abord voulu qu'il y ait un cadrage plus ou moins global, c'est-à-dire c'est de présenter les grandes lignes de la stratégie avant la pandémie, pendant la pandémie, et quelles sont les perspectives qui sont prévues par les secteurs pour... de la ville de Kinshasa, une école défavorisée, qui a pris l'initiative de contribuer à assurer la continuité pédagogique. En effet, parce que dans cette école, il y a des efforts qui ont été fournis pour rapprocher un peu plus l'école de la communauté. Les parents sont un peu plus proches de la communauté et nous avons eu l'occasion, pendant la période de confinement, d'interagir avec certains parents qui ne cessaient de nous dire, de lancer des fleurs à l'école, mais c'est comme si cette école a des prophètes, parce que tout ce que l'école apprenait à nos enfants n'est pas une surprise maintenant que l'État nous demande d'adopter toutes ces mesures, barrières et tout ça, parce que nos enfants, au retour, après l'école, ils nous partageaient toutes ces mesures-là. Donc vraiment, vous avez précédé un peu les événements, nous sommes très fiers de ça. Ça, c'est une des motivations. Et une deuxième, c'est qu'avec les efforts de l'EPST, en élaborant les cahiers d'exercice, l'école a bénéficié des faveurs d'un partenaire de l'USAID qui avait partagé les ressources en électronique, les cahiers d'exercice, et l'Université protestante au Congo, en collaboration avec Giving Back to Africa, une ONG qui se focalise sur l'éducation aussi, qui essaye d'apporter un appui technique à cette école, ont permis quand même à l'école ont rendu disponibles ces cahiers-là en version dure. Alors, à la suite de ça, les enseignants se sont retrouvés en focus group, que nous appelons communément là-bas cercle traditionnel, pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire et comment essayer un peu d'accompagner nos enfants qui sont toujours avec nous. Parce que ce sont des enseignants qui sont vraiment engagés à suivre les élèves. Et voici, c'était l'occasion, après réflexion, de dire ces cahiers d'exercice, nous allons les amener à domicile, chez les enfants, faire des visites à domicile, dans le respect strict des mesures barrières, administrer ces exercices, revenir même une semaine après pour prendre le travail des enfants, les corriger, donner de nouveaux exercices, mais aussi saisir cette opportunité pour voir le comportement de la communauté autour de l'école par rapport à la Covid-19, aux mesures barrières. Parce que, comme résultat de l'action de ces enfants dans la communauté, voir un peu comment a été l'impact de l'enseignement. Mais aussi aider cette communauté en renforçant la sensibilisation. Donc, il y avait ces trois volets.
En passant, je voudrais mettre une emphase sur le fait que, comme je venais de le dire, ce partenariat UPC, Université protestante, avec l'autre organisation, a vraiment voulu essayer un peu d'expérimenter une approche centrée sur l'élève, l'éducation centrée sur l'élève, en utilisant 3 stratégies. La première, c'est de consolider, d'arriver à consolider la communauté. La deuxième stratégie, développer des programmes d'éducation pratique. Et la troisième stratégie, le partenariat. Et avec ça, un échantillon, quelques classes et un échantillon d'élèves à partir de la 5e année primaire jusqu'à 8e année. Cet échantillon a été sélectionné pour expérimenter un peu. Alors, à la suite de ça, comme je vous ai dit, développement des programmes pratiques, chaque année presque un programme a été développé en rapport avec l'eau potable. Une année,